Bonjour, je m'appelle Benjamin Navet et je suis supporter du Paris Saint-Germain. J'ai raconté mon histoire avec le PSG dans 2 livres que j'ai intitulés « Je suis supporter du Paris Saint-Germain ». Aujourd'hui, je donne la parole à ceux qui ont la même passion que moi. Et face à moi, ils sont 2, un père et un fils. Bonjour Eddy Tutard. Bonjour Benjamin. Bonjour Lucas. Bonjour Benjamin. Alors, Eddy, Lucas, pouvez-vous tout d'abord vous présenter? On commence par le père, Eddy. Moi, je m'appelle Eddy Tutard, j'ai 52 ans. Je vis dans le Val d'Oise à Bouffémont et je travaille dans une grande enseigne de bricolage, la préférée des Français d'ailleurs. Et toi, Lucas? Et moi, c'est Lucas Tutard. Je vis également à Bouffémont. Je suis boulanger-pâtissier et j'ai 24 ans. Alors, avant de continuer un peu pour que vous nous racontiez votre histoire, je voudrais d'abord que vous me parliez de cet endroit où on est aujourd'hui. Alors, sans forcément dire où il est, mais me dire voilà, qu'est-ce qu'on trouve ici, parce que c'est vraiment un endroit très particulier. D'habitude, quand je fais ces entretiens, je suis dans une salle à manger, mais pas aujourd'hui. Eddy? Disons que c'est vrai que c'est un endroit assez atypique, un endroit familial qui a été créé après 2010. Après 2010 pour pouvoir visualiser les matchs du PSG, car étant abonné à l'époque et à la suite du plan Le Prou, on avait rendu nos abonnements. On ne savait guère où regarder les matchs et on se rejoignait en famille pour voir les matchs. Donc mon oncle et mon cousin ont créé une petite salle de 50 mètres carrés où on a le plaisir de se retrouver à chaque match du PSG, quoi. Et c'est un bonheur pour tout le monde. Alors quand tu dis une petite salle, c'est plus qu'une petite salle en fait. On est dans le garage de la maison de votre défunte grand-mère. Exactement, c'est dans le fond de la maison. Mon oncle a fait une salle de 50 mètres carrés dans la maison familiale. Ma grand-mère décédée, on continue de faire vivre sa mémoire à travers ce lieu qui est emblématique et qui me tient à cœur fortement, quoi. C'est un peu le clubhouse Tutard en fait. C'est un peu le clubhouse, ouais, c'est ça. Et il n'y a pas eu que de la famille, il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'amis, beaucoup de personnes qui adorent le Paris Saint-Germain, qui sont venus ici et ils en gardent toujours un grand souvenir en tout cas. Et donc c'est là où vous regardez les matchs ensemble quand vous n'êtes pas au stade. Et par contre, il y a quand même une déco particulière. On peut la décrire en quelques mots pour les auditeurs. En quelques mots, j'ai essayé de recréer un peu ce que j'ai connu tout au long de ma vie de supporter, avec des écharpes accrochées au plafond, des drapeaux qui ornent la salle. Plein de souvenirs aussi que des amis m'ont ramené, que ce soit de Barcelone, de Bastia. Enfin, c'est vraiment un lieu atypique. Et donc il y a le Mamie SG. Ah, le Mamie SG, c'est ma grand-mère, c'est chez elle, c'était sa maison, elle a sa bâche, elle a son maillot, elle a tout, elle vivra jamais dans ce lieu en tout cas. Donc le PSG de père en fils, mais même plus que ça, du coup, c'est vraiment une histoire de famille. C'est une vraie histoire de famille, ouais, vraiment. Alors justement, Eddy, tu as joué au football, il me semble, à un bon niveau. Tout à fait, oui. En deuxième division même? J'ai joué jusqu'en deuxième division à l'AS Beauvais. J'avais commencé à faire mes gammes au Paris Saint-Germain à 7 ans. Et je suis resté à Paris jusqu'à l'âge de mes 17 ans, en cadets nationaux, où d'ailleurs j'ai pu jouer avec des grands joueurs qui sont Pascal Nouma, Francis Lasserre, Thomas Coquinis et bien d'autres. Et ne pouvant pas signer pro à l'époque, je m'étais orienté vers l'AS Beauvais qui m'avait proposé un contrat de stagiaire pro et j'avais fini par signer pro à l'issue du contrat. En tant que Valdoisien, l'AS Beauvais, c'est pas très loin. C'est à côté. C'est à côté. Et alors, c'était dans les années 90. 90, exactement. Je sais que tu as joué quelques matchs de deuxième division. Tout à fait. Tu as joué contre l'OM? J'ai joué contre l'OM, au stade Pierre Brisson. On les avait battus d'ailleurs, même. D'accord. 2-1. L'OM championne d'Europe. Ouais, c'était un peu c'était pas la grande OM, mais c'était l'OM. En tant que Parisien, c'était quand même l'OM, c'était une fierté. D'accord. Bah oui, parce que du coup, à l'époque, tu étais déjà supporter du PSG. Tout à fait. Comment est arrivée cette passion du PSG? J'ai envie de dire que c'est arrivé un peu naturellement parce que tout petit, mon père était éducateur dans la section amateur du Paris Saint-Germain. Donc à l'âge de 7 ans, il m'avait logiquement inscrit au club. Et c'est là que j'ai commencé à faire mes premières gammes de footballeurs. C'est là que j'ai foulé les premières pelouses ou stabilisé plutôt. Parce que c'était un terrain rouge à l'époque où on jouait au stade Saint-Germanois. Au camp des loges. Au camp des loges, exactement.
pour ceux qui connaissaient le camp des loges de l'époque, effectivement, il y avait plus de terrain stabilisé, rouge ou gris même d'ailleurs, que d'herbe. Les genoux s'en souviennent. Tout à fait. Et donc finalement, tu as été joueur presque du Paris Saint-Germain avant même d'être supporter du Paris Saint-Germain. Mais, oui, j'ai été joueur évidemment. Mais vraiment supporter, en vrai, je le suis devenu grâce à mon père, en fait, qui m'a transmis un peu cette passion. Parce qu'en étant éducateur à l'époque au club, c'était pas ce qu'on peut voir aujourd'hui au Paris Saint-Germain. C'était vraiment un club familial, tout le monde était ensemble, que ce soit... Et à chaque fois, il avait des invitations pour aller au Parc des Princes. Et c'est là que j'ai connu mes premiers matchs à l'âge de 8 ans, 8-9 ans au Parc des Princes. Et il m'emmenait à chaque fois. Et à l'époque, on regardait les matchs en tribune H. Et tu te rappelles de ton premier match ? Mon premier match au Parc, franchement, non. Je ne vais pas mentir, je ne me rappelle plus quel était le match. Mais c'était dans les années 79, 80 peut-être. Et alors, quels sont tes premiers souvenirs avec le Paris Saint-Germain, avec le Parc des Princes, ceux que tu gardes en tête ? Moi, mon vrai souvenir, et je pense que c'est ce jour-là où vraiment, c'est cette fameuse finale de Coupe de France contre Saint-Etienne, où j'étais présent aux côtés de mon père et aux côtés de toute la famille du Paris Saint-Germain, parce qu'il y avait tous les employés, c'était comme ça à l'époque. Tous les employés du PSG étaient conviés, avaient des invitations et on se retrouvait tous ensemble dans la même tribune. Et bizarrement, on a gagné ce match, on a gagné cette finale, on connaît la suite, Borelli qui embrasse la pelouse, etc. Mais c'est même pas là où réellement... c'est vraiment quand on l'a fêté. Parce que quand on l'a fêté, on est parti à l'hôtel de ville avec toute la famille PSG, avec les joueurs du Paris Saint-Germain de l'époque, avec Louis, etc. Et on a tous fêté ensemble cette victoire. La coupe est passée de bras en bras, que ce soit l'intendant, que ce soit le poussin, le pupille, le cadet. Et en vrai, c'était une vraie victoire du Paris Saint-Germain. Et pour moi, c'est la première fois où j'ai été fier d'être parisien, quoi. Et je pense que tout est parti de là. Parce qu'on parle de la famille Tutard, la vôtre, et du coup là tu vois, tu parles de la famille PSG, donc tout est une histoire de famille. C'est la famille, c'est que la famille. C'est que la famille. Et donc ensuite, donc là tu as 10 ans, 1982. Exactement, j'ai 10 ans. Ouais. Et ensuite, au fur et à mesure des années, tu retournes régulièrement au Parc des Princes. Grâce à mon père, oui. Là, jusqu'à l'âge de 20 ans, je ne vole pas encore de mes propres ailes, à proprement dit. C'est mon père qui m'emmène dès qu'il peut avec ses invitations et c'est moi qui le booste à chaque fois pour en récupérer encore plus, pour emmener un copain, pour emmener un ami, pour qu'on puisse découvrir ce Paris Saint-Germain. Et je sais qu'à ce moment-là, je commence vraiment à être piqué. Et à un moment, du coup, tu voles de tes propres ailes et tu vas en virage ? Pas tout de suite. Pas tout de suite. En fait, je commence à aller vers l'âge de 20 ans, tout seul au Parc des Princes. Je commence à aller où je peux. Je ne suis pas encore abonné en virage. Je serai abonné en virage dans les années 99 à peu près. C'est l'âge où j'ai mon premier abo à Auteuil. D'accord. Et qu'est-ce qui fait que tu vas là-bas ? C'est parce que tu vois que ça s'anime parce qu'en fait, après, là, j'ai deux visions du football. J'ai mon Paris Saint-Germain et je vois ces tribunes s'animer, ces tribunes chanter, ces tribunes... qui font vivre le match en fait, et je me dis en fait c'est là-bas que j'ai envie d'être, quoi. Et alors quel est ton parcours à Auteuil ? Où vas-tu quand tu arrives là-bas ? En fait au départ je suis un peu perdu, même si on peut dire. Je suis en mode comme un enfant qui va à Disneyland. Je suis là, j'ai les yeux ébahis, je regarde, je ne sais où aller, je ne sais que faire. Je suis tout seul en mode un peu indépendant et il m'a fallu quelques années pour après me rapprocher de certains groupes. Mais... T'as jamais été carté ? J'ai été carté aussi au Lutèce Falco. J'ai été carté à l'époque. C'est tout, je suis resté quelques années avec eux. Et c'est là que j'ai connu des vrais déplacements et encore une autre famille en fait. Encore une nouvelle famille, celle des Ultras. Exactement, et c'était un bonheur de pouvoir partager des moments avec eux. Et là, à peu près à ce moment-là, tu deviens papa. Et je deviens papa, exactement. Et j'essaie de transmettre sans savoir où je vais, parce que je ne sais pas si mon fils aimera le football, je ne sais pas si mon fils aimera le Paris Saint-Germain. Je ne sais rien en fait, mais en tout cas, je fais un peu ce que mon père m'a transmis et ce que, au fond de moi, je souhaite, même si mon fils fera ce qu'il veut, quoi. Et donc, le fils,
c'est Lucas, tu as une fille aussi. J'ai aussi une fille, ouais, Lara, exactement. Et donc, qui sont assez proches d'ailleurs en âge. Ils ont 5 ans, ouais. 5 ans. Et donc, Lucas, toi, tu te rappelles du coup de tes premiers contacts avec le Paris Saint-Germain? Alors moi, c'était dès la naissance. Hein. Ouais, voilà, du coup. Ma première photo, à peine né, j'avais déjà le maillot de Paris. Il m'a emmené déjà depuis tout petit, il m'a bercé là-dedans. Donc, moi, mon premier match au parc, ça a été en 2005. J'avais à peine 5 ans. Mais émerveillé. Le foot, j'ai été bercé là-dedans tout petit. À l'âge de 4 ans, j'ai commencé à jouer au football. Et alors 2005, c'est Eddy, toi t'es au Virage Auteuil. Du coup Lucas, ton premier match c'est au Virage Auteuil aussi? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Alors la tribune, je ne m'en rappelle pas. Je crois qu'on était à l'époque à côté des Titifosi. D'accord. Donc Et de l'autre côté, plutôt côté Boulogne, enfin à côté de Boulogne. Ouais. C'est ça, exactement. Et ce match-là, je m'en rappellerai, on perd 2-0 contre Saint-Etienne, 2005. Et tout le match, en fait, je regardais que la tribune. Que ce soit Auteuil ou Boulogne. Et moi, j'avais qu'une idée en tête, c'est aller là-dedans. Quoi. Déjà tout petit. Déjà tout petit. Ouais, t'avais l'exemple à la maison. Oui. Donc, ce qu'on appelle finalement ultra de père en fils. On va y revenir. Lucas, tu nous dis, toi aussi tu joues au foot, tu deviens fan du PSG, tu suis un peu les traces du papa. À quel âge tu vas première fois au Virage Auteuil? Alors ma première fois au Virage Auteuil, c'était à l'âge de 6 ans et demi. Ah oui, donc quand même 6 ans et demi. Premier abonné, plus jeune abonné du Virage Auteuil. D'accord. À cette époque, où j'ai encore le petit cadre à la maison. Et le Paris Saint-Germain t'avait donné cette... Ouais, à la billetterie directement là-bas. Et je l'ai encore à la maison. Et ouais, à l'âge de 6 ans et demi, 6 ans et demi, il m'a déjà emmené là-bas. Donc finalement, malgré ton jeune âge, tu as connu le Parc des Princes et le Virage Auteuil d'avant 2010 finalement. Exactement. Incroyable. Des moments magiques. Même à 24 ans, je me rappelle encore, c'était... Après, j'étais petit, donc à cette époque-là, on ne connaît pas encore le mouvement ultra, tout ça. On n'est pas encore là-dedans, mais c'est vrai que cette ambiance, il y avait une tension dans le stade à chaque match, c'était extraordinaire. Alors, Eddy, 6 ans et demi, Lucas, au Virage Auteuil. À l'époque, il y avait quelques, on va dire, mouvements des fois en tribune. Il y avait des gros mouvements, même des mouvements de contestation, effectivement. Là, il me reparle de ça, ça me replonge dans le passé. Je revois une fois où le match, je ne me rappelle plus, c'est la vérité. Et on doit rentrer qu'à la mi-temps et il y a un gros blocos dans les coursives et le petit, il est là, il est à moitié étouffé. Et franchement, il y a des mecs ultra de l'époque qui l'ont pris sous l'oreille, ils l'ont mis sur ses épaules. J'ai été gazé même. Et franchement, c'était peut-être de l'inconscience. On pourrait prendre ça comme de l'inconscience, certes. Mais j'ai pas trop réfléchi à l'époque. Et en soi, ça s'est bien passé. Il n'y a jamais eu vraiment d'histoire, quoi. A priori, Lucas est toujours là. Lucas est toujours là, effectivement. Ça s'est bien passé. Alors justement, j'aimerais avoir tous les deux votre vision. On l'a dit juste avant de la mentalité ultra. Qu'est-ce que c'est pour vous la mentalité ultra, Lucas? Une mentalité ultra alors pour moi, une mentalité ultra, ça serait vivre de sa passion, supporter son club coûte que coûte, que ce soit dans la défaite, dans la victoire, se déplacer partout, prendre des moments qui peut être important de famille ou quoi, pour son club, faire des tifos, encourager son équipe de la première minute jusqu'à la dernière. C'est un tout, quoi. C'est déjà beaucoup. Ouais. Eddy, quelque chose à ajouter? Non, après, la mentalité ultra, j'ai envie de dire, c'est un mode de vie, que ce soit dans la mentale, dans le comportement, ça nous impacte tous les jours. C'est, comme il dit Lucas, c'est chaque jour à notre quotidien, quoi. C'est notre club. Et ce qu'on peut voir dans le local où on est. Aussi, oui, c'est aussi c'est la famille et le club. C'est assez significatif, c'est vrai. Et alors, toi, Lucas, t'as déjà été carté du coup ou pas du tout? Alors oui,
Oui. 2 ans. 2 ans. Je crois que quand j'ai fait mes débuts au Virage Auteuil à l'âge de 6 ans et demi, je ne l'étais pas parce que j'étais rentré en cours d'année. Mais dès la saison 2007 jusqu'à 2009-2010, j'ai été carté Lutèce Falco du coup. D'accord, donc pareil, peut-être un des plus jeunes cartés ultra de France, peut-être même. Après, c'est vrai que le mot carté, ça peut être interprété différemment aujourd'hui pas comme parce que maintenant, ça a changé. Avant, on pouvait être facilement carté, quoi. Il suffisait d'aller à la table je ne vais pas dire le nom, mais oui, il suffisait d'aller le voir et on était carté dans les coursifs, quoi. Oui. Mais bon, ça dénote quand même d'une volonté et puis d'une vie derrière. Pour vous, la mentalité ultra, c'est aussi des déplacements. Je sais que vous en faites beaucoup tous les deux. Racontez-moi ça un petit peu, Eddy. Ces déplacements, qu'est-ce que ça représente pour toi? Mes déplacements, c'est beaucoup de choses en fait, parce que c'est beaucoup de sacrifices déjà pour ma famille, pour ma femme, pour tout le monde. Mais c'est ce qui me motive au quotidien. C'est le Paris Saint-Germain, évidemment, mais c'est pas que ça. C'est mes amis, c'est les personnes que je rencontre à chaque fois. C'est des gens que je croise par le regard. Toi, t'es encore là? Oui, je suis encore là, mais on se parle pas. Mais on a la même passion. C'est vraiment l'essence même de ce qu'on recherche, quoi. Tu sais combien t'en as fait? Aucune idée. Mais pas mal. Pas mal. C'est en plusieurs centaines. Je ne saurais dire, mais oui. Parce J'en que, fais beaucoup. du coup, déjà avec les Lutèce Falco et d'autres fin des années 90, début 2000, et aujourd'hui, toujours du coup en famille, entre amis. Mon premier déplacement, je ne l'ai même pas fait avec les Lutèce Falco, en fait, puisque j'ai eu une période de ma vie où j'ai été rejoindre dans le sud celle qui deviendra ma femme plus tard. Et j'y suis resté 3 ans. Et un Parisien dans le sud, c'était pas facile. C'était même très compliqué. Le PSG me manquait et j'ai rejoint à l'époque le PSG Club Var. Ouais. Et qui était sous les ordres de Franck et Céline. D'ailleurs, je les salue s'ils entendent ce podcast. C'était des personnes en or et mon premier déplacement, je l'ai fait avec eux en fait. C'était Au Vélodrome. Au Vélodrome. Avec le PSG Club Var. Avec le PSG Club Var. On fait les choses en grand. C'était pas prévu, mais ça s'est fait comme ça en tout cas. Et raconte-nous un peu ce déplacement. J'étais tout nouveau en soi. J'avais fait plein de choses à Paris. J'avais déjà été à Auteuil. Je connaissais un petit peu. J'essayais de me renseigner, mais c'était assez nouveau. Oui, il y avait des règles. On apprenait les bases du sporteurisme, du mouvement ultra, si on peut dire, parce qu'on avait des ordres à respecter. C'était carré, quoi. Et alors, Vélodrome avec la bâche PSG Club Var. Exactement. J'ai la photo à la maison. Ça va être un peu dangereux. C'était dangereux. Après, on n'y allait pas en mode lambda. On devait rejoindre les aires d'autoroute où on récupérait les bus des Parisiens qui descendaient et on partait tous ensemble escortés, quoi. Mais dans la grille, derrière la grille de l'autre côté, il pouvait y avoir ton collègue ou le mec que tu croises. Ça aurait pu arriver. J'ai jamais eu de soucis là-dessus, mais oui, effectivement, ça aurait pu arriver. Ouais. Et alors, toi, Lucas, tu te rappelles de ton premier déplacement? Évidemment. Premier déplacement, comme il a dit, à l'époque, on vivait dans le sud, du coup. Donc, moi, c'était à l'âge de 9 ans, je dirais, 8-9 ans. Et ben, c'était Monaco-PSG. Monaco-PSG, où il a voulu m'emmener pour la première fois en déplacement. Déplacement pas au risque pour ma première, mais j'ai appris que c'était différent que les déplacements, que le Parc des Princes. C'est pas du tout le même fonctionnement. Il y a des règles à savoir. Il y a des codes. Donc, une première, mais émerveillé à ce moment-là. Émerveillé, et puis du nouveau, du tout nouveau. Donc, j'ai bien kiffé. Et ensuite, donc, depuis, régulièrement, voire presque toutes les 2 semaines, on va dire, vous déplacez ensemble et vous avez une petite troupe même avec vous selon les déplacements. Ouais, c'est vrai qu'on a pris quelques rituels. Maintenant, ça devient une grande habitude. Dès qu'on le peut, on va suivre le Paris Saint-Germain à l'étranger comme en France.
même si ça devient plus compliqué avec le nouveau mode d'attribution des places, mais on fait le maximum et je trouve qu'on se débrouille plutôt pas mal. C'est vrai qu'on essaye d'en faire le plus possible. C'est des grands souvenirs à chaque fois. Alors, on a parlé tout à l'heure de la mentalité ultra précisément, mais être un supporter, ça représente quoi pour vous, au-delà de la mentalité ultra, d'être supporter du Paris Saint-Germain? Pour moi, être supporter du Paris Saint-Germain, c'est comme être un soldat. Pour moi, je me suis toujours imaginé comme un soldat du PSG, en fait. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, je vais défendre ces couleurs rouges et bleues qui m'ont été attribuées, parce que pour moi, ils m'ont été attribués, en fait, sans que... J'ai même pas eu l'impression d'avoir eu le choix des équipes, en fait. Petit, on m'a dit, tiens, voilà ton maillot RTL avec ton grand col blanc, ça sera ton club. Et j'ai pris un peu ce rôle à cœur, et pour moi, c'est défendre, c'est être même chauvin, c'est être, quoi qu'il arrive, défendre ses couleurs jusqu'à la mort, quoi. Alors, toi, Lucas, je pense que tu vas me faire la même réponse, mais est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, je pourrais être supporter d'un autre club? Impossible. Là, pour le coup, impossible. Il m'aurait renié. Il m'aurait renié. Comme je l'ai dit précédemment, dès la naissance, j'avais eu le maillot, donc c'était pas possible. Et puis, pareil, on l'a dit au début, c'est une histoire de famille. C'est pas seulement mon père, c'est toute ma famille qui est supporter du Paris Saint-Germain. Donc, impossible. C'était pas possible. C'était pas possible. Et Eddy, s'il avait été supporter de Lyon ou de Marseille? Non, là, ça aurait été compliqué, vraiment. Ça aurait été très, très compliqué, même si ça aurait pu arriver. C'est déjà arrivé dans des familles, j'en connais. Mais je pense que, honnêtement, je l'aurais mal vécu et j'aurais eu l'impression de ne pas avoir fait mon job, en fait. Ah ouais. Et la petite sœur, elle est supportrice aussi? Oui. Supportrice du Paris Saint-Germain. Mais après, pas du tout comme moi ou quoi, mais elle n'est pas football en soi. Ça reste une fille, mais... Ah, mais il y a des filles qui sont au football. C'est vrai. Mais... Sans plus. Oui, sans plus. Et alors, des fois, vous l'emmenez au parc ou en déplacement? Non, en déplacement, elle n'a jamais fait de déplacement avec nous, mais au Parc des Princes, oui, elle réclame, parce qu'évidemment, le nouveau Paris Saint-Germain, c'est the place to be. C'est là où il faut être, c'est là où il faut faire son Snap, c'est là où il faut faire son Instagram. Donc aujourd'hui, je me pose la question, vraiment, si c'est le Paris Saint-Germain qui l'attire ou si c'est l'endroit, quoi. Vous n'êtes pas très Instagram? Pas trop. Plutôt vivre les choses que de les montrer. Après, on est comme tout le monde, on a des réseaux, mais c'est vrai qu'on n'est pas enclin à montrer tout ce qu'on fait ou quoi que ce soit. C'est l'instant qui compte. C'est l'instant qui compte, comme dit Lucas. Oui. C'est l'instant qui compte. Il y a un instant qui a beaucoup compté, c'est 2010. C'est le plan Le Prout, on en a parlé au tout début. C'est d'ailleurs suite à ce plan que vous avez construit et imaginé ce local où on est aujourd'hui. Comment tu l'as vécu, Eddy, toi qui avais plus de 10 ans déjà de Virage Auteuil et presque 30 ans, 25 ans de Parc des Princes? Je l'ai très mal vécu, évidemment, parce que pour moi, je l'ai pris comme une injustice à l'époque. Je me revois encore, c'était le PSG Montpellier. On est resté dans le stade jusqu'à minuit, à coups de fumigène, à coups de bâche, jusqu'à temps que les stadiers nous enlèvent de notre maison, en fait. C'est comme ça que je l'avais ressenti à l'époque. Maintenant, il y a eu des aléas, c'est comme ça. Et oui, c'était très compliqué, c'est une vérité. Toi, Lucas, tu étais très très jeune, mais tu avais déjà connu le Parc des Princes, finalement. Parce que souvent, les jeunes de ta génération disent qu'ils n'ont pas connu le parc d'avant. Ou alors vraiment... sur des vidéos, sur des photos. Toi, tu l'avais un petit peu connu déjà. Exactement. Et comment t'as vécu alors ce 2010? Moi, on m'a enlevé... c'est comme si on m'enlevait ma passion, entre guillemets, parce que moi, ça faisait que 2-3 ans que j'étais là-dedans, et donc c'était tout récent. Et que ça s'arrête tout d'un coup comme ça, c'était impossible pour moi. Je réalisais même pas à l'époque. Donc, tu comprenais pas vraiment ce qui se passait? Non, parce que j'avais que 9-10 ans, donc à l'époque, je réalisais pas, mais... Est-ce que tu avais compris quand même ce qui s'était passé? Oui, je comprenais ce qui se passait, mais via la télé, tout ça, mon père qui me parlait, mais à ce moment-là, je réalisais même le PSG Montpellier, je réalisais pas réellement ce qui se passait. C'est après ça que c'était compliqué. Tu avais été témoin, toi, de certaines violences qu'il y avait alors au Parc des Princes ou en déplacement? Oui, il y avait des échauffourées, il y avait des petits problèmes entre les deux tribunes, mais
moi, personnellement, même à mon jeune âge, j'ai jamais eu aucune galère. T'as jamais été confronté à ça. Aucune. Et alors après 2010, vous vous dites on peut pas s'arrêter. Vous rentrez dans la contestation ou vous revenez tout de suite au Parc des Princes. Quelle est votre attitude? Non, pas du tout. En fait, en 2010, on suit le mouvement un peu sans réfléchir. Je pense que ça a été une erreur pour ma part. J'aurais dû garder mon abo même, quitte à pas venir au stade, mais j'aurais dû garder mon abo. Je rends mon abo comme tout le monde en disant j'avais pas trop d'avis là-dessus en soi et je me dis voilà, il faut le faire, on le fait. Et ça a été un regret. Du coup, on a créé ce local pour pouvoir continuer à suivre le Paris Saint-Germain. Mais ma maison, le Parc des Princes, me manquait trop, nous manquait trop, à moi et mon fils. Et du coup, on se réabonne, mais malheureusement, à l'époque, c'est en aléatoire, quoi. Et le Paris Saint-Germain m'attribue une place à Boulogne, quoi. Donc je récupère mon abo en 2012 à Boulogne. Vous êtes tous les deux ensemble ou... Non, on est tous les deux, moi et mon fils, on se retrouve à Boulogne avec quelques amis qui ont eu je vais pas dire la malchance, mais nous on est de Hauteuil, d'être à Boulogne, même si à Boulogne, c'était plus le Boulogne d'avant non plus. Et l'année d'après, on demande à se faire transférer et le Paris Saint-Germain accepte de nous rapatrier à notre tribune d'origine. On croirait parler de joueurs, là. Transférés. C'est un peu ça en soi, c'est un peu ça. Et alors toi, Lucas, justement, tu te dis, moi j'ai connu un peu ce qui s'est passé avant, mais j'ai envie de le vivre vraiment en étant plus âgé et plus conscient de ce qui se passe. Bah ouais, parce que quand on décide de se rabonner, et comme il a dit, ça a été aléatoire, mais à ce moment-là, ça a été vu comme une punition pour moi. Parce qu'en fait, on s'est retrouvé dans la tribune Boulogne, en bas, même si, comme il dit, c'était pas le Boulogne d'avant, mais sans ambiance, sans rien, je me suis dit, en fait, pas possible, quoi. C'est pas ce que j'ai connu. Et à ce moment-là, vous faites encore des déplacements ou c'est ici au local qu'on regarde tous les matchs? Non, il n'y avait pas trop de déplacements à cette époque-là. C'est revenu vraiment en 2013, quand on a retrouvé Hauteuil, quoi. Donc là, vous retrouvez Hauteuil 2013, vous retrouvez l'ambiance en 2016 avec l'arrivée du Cup. Donc là, vous réinvestissez le virage et la mentalité qu'il y avait avant d'animer la tribune et de soutenir l'équipe. Oui, on retrouve un peu avec l'arrivée du CUP au départ un début d'ambiance via les gars qui ont fait la contestation pour retrouver ce qu'on a aujourd'hui. Et on essaye tant bien que mal de retrouver ce qu'on a connu avant. C'est différent, mais c'est très bien aussi, quoi. Et toi, Lucas, tu peux enfin un peu vivre de cette passion parisienne. Ouais. Moi, j'étais content du coup à ce moment-là quand on retrouve Hauteuil. Je retrouve un peu ce que j'avais connu, même si c'était complètement différent. C'était pas du tout les mêmes règles que maintenant. Puis c'était le début du CUP, donc petit à petit, ça a commencé à grandir, mais c'était pas comme à l'époque. Donc, mais bon. Au tout début, je me suis dit, allez, ça va repartir. Et à l'heure d'aujourd'hui, c'est quand même bien, ça s'est bien construit quand même cette histoire-là. Et ouais, c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé un peu à bien rebouger, quoi. Et pour vous, c'est possible d'être ultra en 2024? Je parle de la façon dont les autorités, dont le club essayent de tout contrôler, de tout légiférer. C'est beaucoup plus compliqué, mais ça va avec le temps, ça va avec la vie d'aujourd'hui. Tout est contrôlé, tout est sécurisé, tout est trop à mon avis, mais trop à mon goût, mais malheureusement, c'est comme ça. Après, on arrive malgré tout à le vivre et ça vous empêche pas de profiter et à prendre du plaisir, quoi. Surtout en déplacement. Surtout en déplacement. Qu'est-ce que le Paris Saint-Germain? Toi, alors Eddy, tu as joué tout petit au PSG, tu l'as appelé tout à l'heure la famille, mais qu'est-ce que c'est réellement pour toi le Paris Saint-Germain? Le Paris Saint-Germain, il est au quotidien avec moi. Je me lève, je pense Paris Saint-Germain. Il n'y a pas une journée où on ne parle pas du Paris Saint-Germain dans la famille. Je ne sais même pas quoi dire en fait, tellement il est là tous les jours. Comme je me plais le dire à ma femme tout le temps, il y a Paris Saint-Germain, il y a eu des très hauts, il y a eu des très bas. Mais à l'arrivée, on sait très bien que quoi qu'il arrive, on finira ensemble. Nous, c'est pour la vie, nous et PSG, quoi. Moi et PSG en tout cas. Lucas, c'est quoi ta définition à toi du PSG? En une phrase, toute ma vie, je pense. Mais
il y a eu des moments de sacrifice, que ce soit côté familial, mais financier, où malheureusement, on est obligé de faire des choix dans la vie. Mais ouais, en étant en un mot, je dirais toute ma vie. Toute ta vie. Alors vous en avez parlé quelques fois depuis le début de l'émission. La maman de Lucas, ta femme, Edith. Ouais, exactement. Comment elle vit ça? Je dirais que maintenant, elle est un peu fataliste. Elle a abandonné. Elle a un peu abandonné, comme dit Lucas, oui, ça a été compliqué pour elle. Des fois, encore aujourd'hui, des fois, je lui laisse pas le choix. Je lui dis, je vais là, on part là, on va voir tel match. À soupir. Je pense que maintenant, elle a compris quoi, que c'était plus qu'un club et que 11 gars qui courent derrière un ballon avec un maillot rouge et bleu. Quoi. Mais elle est restée. Elle est toujours restée, c'est comme Paris. Donc elle a compris, comme tu dis. Vous l'avez emmenée au parc, déjà? Elle est déjà venue voir un match, oui, d'ailleurs, son premier match. Ça, par contre, je m'en rappelle le sien. C'était PSG Bastia avec une victoire et un but de Marco Simone à l'époque. D'accord. Donc oui, c'était il y a quelques années, ouais. Lucas, avec quel âge PSG Bastia avec Marco Simone? Ouh là là, je ne saurais dire en fait. Ça date quoi? C'est 99 si je J'étais même pas né. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. Je pense pas qu'il était né. Il est pas né. Hein. Peut-être que tu as été conçu en rentrant à la maison, mais bon, c'est une autre histoire. Alors justement, quelle est votre vision du PSG d'aujourd'hui? Tu l'as dit tout à l'heure, Eddy, avant c'était une famille. Ça veut dire que c'est plus une famille aujourd'hui? C'est une famille compliquée en tout cas. Avant c'était une famille formidable où tout était beaucoup plus simple en fait. Après bon, il y a le temps, il y a l'argent, il y a l'évolution, c'est devenu une multinationale Paris, c'est devenu une marque, c'est devenu plein de choses et oui, tout est plus compliqué. J'ai l'impression d'être moins proche. Maintenant, je joue plus au Paris Saint-Germain comme en jeune, mais je serais curieux de savoir comment ça se passe et je doute que ça soit comme avant, oui. Et toi, Lucas, alors t'as pas trop connu le foot des années 80-90, mais voilà, comment tu perçois le PSG aujourd'hui? Alors le PSG aujourd'hui, je le perçois d'une vision un peu éloignée. Je vais dire un peu, et maintenant il y a le Qatar au Paris Saint-Germain, donc c'est étranger, tu vois, pour moi. Ça reste. Avant, c'était les Américains qui étaient là. Exactement, mais bon. Colonie, oui. Mais c'est différent. Pour moi, c'est comme il a dit, c'est devenu une marque. C'est commercial maintenant le Paris Saint-Germain. C'est plus comment dire. C'est moins familial. Ouais. Et vous arrivez quand même à mettre ça de côté pour trouver du plaisir. En fait, moi, je me suis dit qu'il y a des choses qui me plaisent, d'autres beaucoup moins aujourd'hui, évidemment. Mais j'ai toujours fait passer le Paris Saint-Germain avant tout. Donc, quoi qu'il arrive, hein, on continuera, quoi. Alors justement, quoi qu'il arrive, qu'est-ce qui va arriver d'après vous? Je sais pas, je le souhaite pas, j'espère pas la perte de mon Parc des Princes, je l'espère pas. Après, on en reparlera dans les mois à venir, dans les temps à venir, mais ça sera un crève-cœur vraiment, quoi. Ouais. Alors toi, Lucas, qui a à peine la vingtaine, comment tu vois le PSG dans 20 ans? Je le vois comme aujourd'hui, en fait, une grande marque avec autant d'argent qu'on a aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas redescendre comme on l'a été avant. Donc, que ce soit le Qatar ou que ce soit d'autres présidents qui achètent, ça restera pour moi un futur le Paris Saint-Germain. Un futur positif. Ouais. Tu vois, positif. Positif. Et alors, positif au Parc des Princes ou pas au Parc des Princes, c'est quelque chose qui peut vous influencer dans la façon dont vous allez suivre l'équipe dans les prochaines années, si jamais des menaces, si jamais on quitte le parc? Moi, oui, ça peut m'influencer. J'ai essayé de me poser déjà 1000 fois la question. Honnêtement, j'ai pas la réponse aujourd'hui. Est-ce que si on va s'installer dans X ville ou est-ce que je le suivrai? Je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que je continuerai en déplacement, ça c'est certain. Maintenant, est-ce qu'aller le voir, que ce soit à Poissy, à Gonesse ou je ne sais quel site on parle actuellement, je n'ai pas la réponse, je ne sais pas. Et toi, Lucas? Moi, je pense que j'aurais plus de mal. Alors, comme il a dit, en déplacement, on continuera à aller les supporter. Mais alors, quitter mon Parc des Princes, notre Parc des Princes, ouais, ça serait une cassure. C'est la deuxième maison familiale, en fait. Exactement. Donc, ouais, les matchs à domicile au local. Peut-être, je sais pas. Et les déplacements.
Avec le bus qui partirait depuis le local, comme font les assos ultra de temps en temps, où ils ont leur propre local. Parce qu'en fait, c'est un peu ça que vous avez créé. C'est un local d'ultra. Complètement. Oui, ultra, oui et non. Oui et non, il n'y a pas d'ultra, parce qu'il y a des familles, il y a des personnes de 70 ans qui viennent voir les matchs. Je vois des maillots, je vois des écharpes, je vois des deux mâts, je vois des photos. L'esprit, c'était ça. En tout cas, on a essayé de créer ce qui nous manquait à l'époque en 2010, quoi. Alors, la fin de l'entretien, c'est des questions où vous me donnez vos préférences. Alors, vous n'allez peut-être pas avoir les mêmes, parce que vous n'avez pas la même génération. Toi, Eddy, si tu devais me citer un président du Paris Saint-Germain qui t'a le plus marqué. Un président... En vrai, j'ai envie de dire, comme par évidence, Francis Borelli, évidemment, puisque, comme je l'ai dit dans le podcast au départ, mes premières émotions au sein du Paris Saint-Germain, c'est un peu grâce à lui, puisque si on pouvait le fêter avec tous les salariés du club, avec les joueurs, que ce soit les intendants, la dame qui lave les maillots, etc., tous ensemble, c'était grâce à lui. Je pense que c'est lui qui a insufflé cet esprit de famille. Bon, c'était plus facile à l'époque, certes. Après, sinon, j'ai une pensée aussi pour Denisot. J'ai bien aimé la période de Denisot, moi. D'accord. Et Borelli, tu l'as rencontré, du coup? J'ai jamais parlé avec lui, mais oui, il était là au cœur de la salle avec nous. Il allait de bras en bras et de verre en verre. Et oui, parce que tout le monde, effectivement, le décrit un peu comme un papa. C'était un peu l'impression que tu avais quand tu étais petit, que tu jouais au PSG. J'étais petit, quand on a gagné cette coupe, j'avais 10 ans. Mais tout le monde, je voyais mon père me dire que c'était un grand homme, que c'était une grande personne, que c'était grâce à lui, tout ça. Donc je l'idolâtrais sans le connaître réellement. Il était là, mais j'avais que 10 ans malgré tout, donc c'était compliqué. Et Denisot qui part, entre guillemets, au Paris FC, c'est quelque chose que tu comprends, qui te choque? Non, parce qu'il faut vivre avec son temps, et je me dis que de toute façon, il peut apporter, et je pense que ça serait même un bon truc que le Paris FC monte en Ligue 1 et vienne apporter un deuxième club à Paris, quoi. Un peu de rivalité locale. Un peu de rivalité locale, ça ferait du bien. Parce que le PSG n'a finalement quasiment jamais connu, à part dans l'époque du Matra, quoi. Voilà, dans les premières années. Et alors toi, Lucas, un président du PSG, Denisot, Borelli ou un autre? Pour l'histoire, je vais dire Borelli. L'histoire, je vais dire Borelli. Donc, pour moi, le Paris Saint-Germain, c'est Borelli. Il n'y a pas de débat là-dessus. J'ai même été carrément sur sa tombe à Toulon. Ouais. J'ai été lui faire un bisou. Hein. D'accord. Et après, dans le contexte actuel, c'est différent. Donc, on pourrait dire Nasser pour le côté sportif, mais pour l'histoire, je dirais Borelli. Ouais, effectivement, le président Francis Borelli qui est enterré à Toulon et régulièrement des supporters du PSG en déplacement par là-bas font le petit détour. Alors Lucas, d'abord, un entraîneur du PSG. Un entraîneur au PSG ? Pour mon époque actuelle, je vais dire Laurent Blanc. D'accord. Un Marseillais. Un Marseillais pour l'équipe, pour le côté sportif, je parle. Mais pareil pour l'histoire, j'aimais bien Luis Fernandez. D'accord. C'était pour moi le seul qui avait assez de caractère pour mettre Ronny sur le banc. Puis ça reste un Parisien, il est même encore là, on le voit en déplacement, il est sur la pelouse et ça reste un fidèle supporter du Paris Saint-Germain. Et donc Laurent Blanc pour sa gestion de Serge Aurier. Non. Non, c'est pas ça. Non. Je vais dire sur le côté statistique. Côté sportif. J'aimais bien le football qui transmettait. J'aimais bien cette équipe actuelle, quoi. Ouais. Toi, Eddy, un autre choix? Non, moi, si je dois dire un entraîneur, je dirais Arthur Georges. Je dirais Arthur Georges parce que pour moi, c'est... Oui, il y a les Qataris aujourd'hui, il y a les stars, mais on avait déjà des stars sous l'époque d'Arthur Georges, que ce soit avec Ginola, que ce soit Roche, George Weah, enfin bref, on a eu des grandes stars, on n'a pas attendu le Qatar pour avoir ces stars-là. Moi, je sais, je parle comme un vieux, mais... Et on avait un vrai football, il y a aussi le 4-1 contre le Real qu'on ne peut pas oublier. T'étais au parc? J'ai été au parc, ouais. Et...
Non, Arthur Georges. Si je dois en ressortir un, je prendrai Arthur Georges. Il y en a eu d'autres des très bons, mais Arthur Georges. Après, je rejoins aussi Lucas, Laurent Blanc, pas pour la personne, pas pour. Mais je trouve que sous l'ère qatari, c'est celui qui nous a apporté le meilleur football, en tout cas. Alors, on n'a pas encore les autres réponses, mais on voit que le piston, il a cité Borelli, il a cité Luis Fernandez, il n'était pas né à l'époque. Il y a quand même une transmission qui a été faite. Ouais, il y a une transmission, on lui a rabâché à longueur de journée, je lui ai rabâché à longueur de journée l'histoire, et il s'y est intéressé, il s'y est piqué, et du coup, il a compris. Et il était aussi là quand il y a eu le tifo à Auteuil, on était contre Rennes pour Francis Borelli, donc oui, on est impliqué à chaque match. Toi, Lucas, c'est important, connaître l'histoire du Paris Saint-Germain? Oui. Déjà, depuis petit, comme je dis, il m'a transmis ça, donc regarder tous ces matchs, que ça soit à l'ancienne, des cassettes, des machins, c'est important pour moi, des vidéos. Puis alors aujourd'hui, on a même le chant maintenant, le chant de la phrase qu'il a créé Borelli, et c'est un petit hommage qu'on lui rend. Donc PSG Rennes, c'était après le décès du président Francis Borelli avec le portrait sur le virage Auteuil. Exactement. Ça, tu connais ce tifo, Lucas? De Francis Borelli? Ouais. Oui, j'y étais. Et alors, il y a eu un autre tifo d'ailleurs, il y a quelques années, PSG Naples au parc, avec le collectif Ultra Paris qui a mis un tifo de père en fils. C'était vous sur la voile? Non, c'était pas nous. Malheureusement, on n'a pas été... non. Mais oui, ça représentait bien. Ça aurait pu. Ça représentait bien l'histoire qui nous unit avec le club. Oui, c'était ça, quoi. De père en fils, quoi. De père en fils. Oui. Alors, t'as pas le droit de répondre Eddy, mais si tu devais me citer Eddy, un joueur du PSG, un joueur qui a porté le maillot professionnel. C'est très compliqué, puis surtout que moi j'ai jamais été très groupie de joueurs, mais si je dois en sortir un, je dirais peut-être Rai, pour sa classe, son élégance sur la pelouse et en dehors. J'ai beaucoup aussi aimé Paoletta parce que c'était le début où j'ai ramené mon fils au parc et c'était un peu l'idole, quoi. C'était l'idole de tout le parc. Et après, j'ai de la tendresse pour Pastore, quoi. Parce que Pastore, il a apporté je sais même pas décrire, je vais pas dire cet amour, ça serait exagéré, mais je sais pas pourquoi à chaque fois il rentrait, il se passait un truc, il y avait une émotion, il y avait quelque chose, et Javier Pastore restera aujourd'hui le dernier joueur qui m'a vraiment fait du bien, qui m'a donné du plaisir, qui m'a réconcilié avec le football. Et d'ailleurs, on le voit autour de nous, parce que dans le local, il y a une écharpe Pastore 27. C'est la seule écharpe de joueur qu'il y a dans le virage avec le 27, Pastore. C'est ça. Et toi, Lucas, alors un joueur? Moi, il n'y a pas de débat, ça sera Pedro Miguel Paoletta. D'accord. De mon époque. Ouais. Après, j'ai pas connu. De ton époque, de ta jeunesse en tout cas. Ouais, de ma jeunesse du coup. Donc moi, ça c'est Pedro. C'est à chaque fois que, comme il disait, il rentrait sur le terrain, moi c'est pareil. C'était ma star en fait. Pourtant, il y en avait des stars à cette époque-là, mais du Paris Saint-Germain, c'était mon idole. Alors, tu as des souvenirs de buts qu'il avait marqué? Oui, contre l'OM, côté corner. Barthez dans les buts. Il en a mis plein. Ah, t'étais au parc? Non, j'y étais pas. Après, au Parc des Princes, contre Bordeaux. Il avait marqué contre Bordeaux. Souvenir Reynolds contre son équipe, son ancienne équipe. Son ancienne équipe. Incroyable. Après, il a marqué tellement de buts au Paris Saint-Germain que je pourrais même pas en sortir un seul, à part celui-là contre l'OM. Mais ouais, c'était mon idole. J'ai même fait son jubilé d'ailleurs. Ouais. C'était extraordinaire. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Toutes les larmes de mon corps. Un beau jubilé au parc avec l'aigle, un vrai aigle des Açores. Exactement. qui est venu. On se croirait à Nice, pas très loin Pas loin, ouais. de votre maison dans le sud. Si on devait citer un match du PSG dans l'histoire, Eddy. C'est compliqué. Alors ça va être paradoxal, je vais dire 2008, le déplacement à Sochaux, où on est entre la vie et la mort. Là, je suis avec les Lutèces Falco ce jour-là. Il y a une ambiance que j'ai jamais revue. Tout le monde avait peur dans le déplacement dès le départ de Paris. Tout le monde tremblait, tout le monde avait peur, tout le monde n'était pas bien, tout le monde les mains moites. On arrive en parkage, des embrouilles entre groupes à l'entrée, alors qu'on n'avait pas besoin de ça ce jour-là. Le déroulé du match qui va pas en notre faveur au départ et une issue incroyable avec ce but de Diané, quoi. On n'oubliera pas, on est passé pas loin de la correctionnelle.
Et le retour à Paris interminable où on s'arrêtait à toutes les stations-service, où on dansait avec les CRS, on dansait dans les stations-service. Un moment incroyable. Ça peut rester un match, le match de la survie, mais ça peut être celui-là. Sinon, j'aurais choisi aussi le match à Chelsea, où Lequel 2014 Thiago Silva il égalise à 2-2 à Stamford Bridge. Là, il y a eu une grosse émotion aussi ce jour-là. Une grosse émotion. On jouait à 10 avec l'expulsion de Zlatan et j'étais en parkage et franchement, c'était quelque chose. Mais si je dois en choisir un, ce sera quand même Sochaux. Pour l'histoire. Sochaux. Toi, t'étais à Chelsea ou à Sochaux? Non, Sochaux. Non, Sochaux, j'ai pas fait. Sochaux, j'ai pas fait. Chelsea, j'ai fait. Tu fait aussi, ouais. Ouais. Et alors, un match, toi, qui t'a marqué? Alors, bizarrement, ça va être 2008 aussi, mais Ouais. pas le même. Ça va être PSG 20. 20, d'accord. PSG 20, ouais. Donc, que ça soit côté mouvement ultra ou que ça soit côté sportif, ouais, je vais dire 20. Parce qu'à la base, il faut savoir que j'ai 8 ans à cet âge-là et que c'était un match classé très, très, très haut risque. Et il voulait pas m'emmener. Hein. Il voulait pas m'emmener alors que c'était au Parc des Princes. Parce que quand tu dis ultra, là, on est même plutôt. Même hooligan, hooligan. on bascule plus dans le hooligan. On bascule dans le hooliganisme. Mais ouais, il voulait pas m'emmener. Mais capricieux, j'avais fait un scandale. Hein. J'ai dit c'est pas possible que j'aille pas à ce match d'Europa League. Donc à force d'insister, il m'a dit on y va. Mais ouais, j'ai pas été déçu parce que c'est parti un peu en cacahuète de tous les côtés. De l'attention de partout. Les hooligans de 20 qui arrivent de tous les côtés. Qui finissent dans le stade Jean-Bouin, tout ça. J'ai fini dans un kebab enfermé Pour ta parce que sécurité. j'allais se faire pour ma sécurité parce que ça gazait de tous les côtés. Tant bien que mal, on arrive à accéder au virage Auteuil. Et il faut savoir que si je me trompe pas, à cette époque-là, on était 3e et qu'il fallait qu'on gagne minimum 4-0 pour en goal average pour passer 2e. Ça dépendait de l'autre match. C'est ça, exactement. Et match incroyable et on le fait. Je me souviens de Peggy Yundoula qui marque son 4e but, enfin son 3e et son 4e, je crois, de mes souvenirs d'affilée. Et là, le parc explose. Et qui court vers le virage Auteuil. C'est ça. Et là, le parc explose. Virage Auteuil, incroyable. Des fumigènes de partout, une ambiance, des confettis. Et le parc n'était pas plein ce soir-là. Non. Mais la voix y était. C'était incroyable. Je m'en souviens également. Donc 2008, J'imagine. on a finalement le fond avec Sochaux, alors on se sauve. Et puis on a quand même des émotions européennes incroyables. Exactement. Comme quoi, c'est un peu ça le PSG, non? PSG, c'est comme je l'ai dit précédemment, il y a des très hauts, il y a des très bas, mais c'est le PSG, quoi. On sera toujours là, quoi qu'il arrive. Alors toi, Edith, on a fait plusieurs centaines, mais si tu devais me citer, un ou deux déplacements et pourquoi? Un ou deux Et déplacements. pas Sochaux, du coup. Non, pas Sochaux. De toute façon, on en a déjà parlé. Je sais pas. Qu'est-ce qui me viendra en tête? Tout dépend sur quel thème on se base, mais Celui que tu veux. je dirais que un qui regroupait un peu tout. Je dirais il y a pas très longtemps, c'était le déplacement à Naples que j'ai fait avec mon fils, où on a été dans un stade mythique. On était parti avec le collectif Ultra Paris. Ça a été très dangereux, il y a eu des grosses tensions. On a vécu des moments... là, il a fallu être soudé. Et en plus, on fait un très bon match là-bas. C'est un vrai bon souvenir aux côtés de mon fils, quoi. J'étais content de vivre ça avec lui, quoi. En mode ultra, l'Italie, c'est important? Ou c'est juste un pays comme un autre? Pour moi, c'est différent. Ma femme est italienne, donc j'ai un lien particulier avec l'Italie, mais... Pour moi, le mouvement, d'ailleurs, la tribune Boulogne l'avait très bien fait très longtemps. Il y avait le drapeau de l'Angleterre, le drapeau de l'Italie, pour montrer tout ce qui nous inspirait pour notre culture. Donc oui, et le drapeau de le la France mouvement ultra, bien sûr, le mouvement de la France, le drapeau de la France, pardon. Et oui, pour la culture, l'Italie, c'est très important, quoi. Et toi, Lucas, si tu avais un déplacement à me citer comme ça? Eh ben, je vais dire pareil côté ultra. Côté ultra, je vais dire Naples. Parce que c'était extraordinaire dans le sens où on a pu rencontrer tous les leaders, tout le groupe de la Curva B de Naples.
et dangereux en même temps, parce que c'est aussi parti en cacahuète. Hein. Avec d'autres. Avec d'autres, ouais, de la tribune en face qu'on va. Ouais, très dangereux, très dangereux. On a été escortés, armés. Hein. Ils nous ont escortés armés avec des scooters et tout, donc très dangereux. Donc côté ultra, je vais dire Naples. Et si je peux en dire un deuxième, je dirais côté sportif, récemment, contre Barcelone, au stade Montjuïc, là, où on se qualifie, on gagne 4-1. 4-1 à Barcelone, donc là, une fête incroyable après. Alors justement, les déplacements, c'est des bons souvenirs. Mais alors, des fois, vous faites des déplacements et vous n'avez pas de place. Ou pas tous. C'est déjà arrivé, oui, effectivement. J'en parlais aussi au départ. L'attribution des places est compliquée maintenant. Ça arrive que certains... De toute façon, on est obligé de prendre nos billets d'avion, nos locations, nos appartements. C'est, comme on le disait, des sacrifices, toujours des sacrifices. Et des fois, malheureusement, on n'arrive pas à accéder à cette billetterie, quoi. Parce qu'il faut s'organiser, c'est-à-dire que vous prenez les billets de train, d'avion et les hôtels bien avant d'avoir le billet. Bien avant, ça se prend dès le tirage au sort, en fait. Dès le tirage au sort et qu'on décide avec Lucas, nos amis, notre famille de partir voir PSG. On réserve tout de suite les avions, les hôtels, les trains, enfin tout ce qui va. Et après, on croise les doigts, si on peut le dire comme ça, pour arriver à récupérer nos places via la billetterie. Alors Lucas, raconte-nous, j'ai en tête un déplacement où papa était dans le stade, mais pas toi. Mais pas moi. Exactement, c'était à Sociedad, hein, c'était l'année dernière. Mais c'est important pour moi. Comme il vient de dire, on prend tout en amont, donc que ce soit les billets de train, les billets d'avion, les hôtels. Donc, et quoi qu'il arrive, j'y serai parce que c'est important pour moi d'être là avec ou sans place. J'ai l'impression de les soutenir quoi qu'il arrive, donc faut que je sois là-bas. Mais bon, des fois, on a un peu de déception. Et alors, t'avais regardé le match où ? Eh ben, on avait pris un code d'IPTV et on l'avait mis dans notre chambre d'Airbnb. D'accord, parce que oui, t'étais pas tout seul sans place. Exactement. Et on était quand même 400 places. Hein. 400 places et le seul c'était mon père. 4 personnes, ouais, sans place, et le seul c'était mon père. Qui avait eu la place. Qui avait eu la place. Hein. Mais priorité aux anciens, priorité aux anciens. Et du coup, le slogan, c'est un peu un ancien slogan des Lutèce Falco, partout, tout le temps. C'est ça ? Partout, toujours. Partout, toujours, tout le temps. Avec la bénédiction de Sainte-Geneviève. Pourvu qu'il nous arrive rien. C'est ça. Ou pourvu qu'il arrive quelque chose, ça dépend. Dans quel sens on le prend. Est-ce que vous avez un mot de la fin, quelque chose que vous avez envie de dire ? Alors peut-être Eddy à Lucas ou à quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Non, un mot de la fin, il pourrait y avoir beaucoup de mots. Quand on parle de Paris, on peut rester des heures à discuter, mais je dirais que pour être dans le thème du podcast, moi je suis fier de ce qu'on a accompli en tant que père et fils pour le Paris Saint-Germain, et j'espère qu'il pourra en faire de même. Ça serait une fierté pour moi aussi, quoi. Maintenant, moi ce que j'aimerais, c'est qu'on soit tous unis à Paris, quoi, qu'on fasse bloc, que ce soit un ultra, que ce soit un supporter lambda, que ce soit les gens de la billetterie, que ce soit peu importe qui tu es pour le Paris Saint-Germain. Moi j'aimerais toutes les tensions qu'il y a eu par le passé entre les diverses tribunes. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on avance tous ensemble avec un seul but, et que ce soit le Paris Saint-Germain, c'est tout, quoi. Lucas. Et moi, si je devais dire un mot de la fin, ça serait merci à toi. Merci de m'avoir fait découvrir cette passion qui est aujourd'hui toute ma vie, hein, comme j'ai dit précédemment. Et j'espère vivre encore des bons moments et des belles années de parc et de déplacement ensemble. Et puis qu'un jour, on soulève cette fameuse coupe aux grandes oreilles. Hein. Le temps passe, ouais, j'aimerais bien la soulever. Et voilà. Soulever, gagner la Ligue des Champions de père en fils. Ou le père et le fils ensemble. Une belle récompense. Une belle récompense. Et on se le souhaite. On se le souhaite. Et je vous le souhaite à tous les deux. À toi aussi. Merci Eddy. Merci à toi Benjamin pour le podcast. Merci Lucas. Merci Benjamin. Vous venez d'écouter Je suis supporter du Paris Saint-Germain, le podcast.
Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour partir à la rencontre d'un nouveau supporter.